Je suis en compagnie de M. André Villeneuve, candidat à la mairie pour les élections au mois de novembre à la mairie de Lanauret. Vous êtes toujours un petit peu en supervision s'il arrive quelque chose, mais techniquement, c'est les employés municipaux, c'est la directeur générale avec sa gang, qu'on pourrait dire, qui supervise la ville pour environ un mois. Hein, oui, parce que le conseil est dissous. La loi prévoit que le conseil a été dissous. Alors maintenant, comme maire, si je suis appelé à intervenir, c'est vraiment force majeure. Okay. C'est urgent. Le pont, comme les avocats nous disent souvent, si le pont part, là, on n'en souhaitera pas. On n'en souhaitera pas. On a eu, vous avez vu votre lot pendant les 4 dernières années. Exact. Les situations difficiles, oui. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on va présenter un petit peu la prochaine vision que vous avez pour les 4 prochaines années à Lanauret. Votre programme politique, vous avez commencé à dévoiler les choses là, dans les médias et tout. Et c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voyez pour Lanauret? Qu'est-ce que vous avez comme proposition, on pourrait dire politique de programme? Oui, bien d'abord, les gens ont déjà reçu par la poste notre programme et on demande aux gens de le regarder attentivement. On en est très fiers. Mais c'est certain qu'il y a des choses que les gens vont relever, vont dire « Ah, avez-vous pensé à tel truc? » La réponse, c'est peut-être non. Alors, s'ils nous appellent, nous contactent, ça va nous faire plaisir de réajuster, de regarder les propositions, les idées, les suggestions qui pourraient nous amener. Alors, pour ça, on est très ouvert. Mais le programme qu'on a dévoilé en début de septembre, en fait, je dirais en milieu de septembre, c'est vraiment une réflexion qu'on a faite avec l'équipe, avec mon équipe, mais aussi avec les citoyens qu'on a rencontrés sur le terrain, parce qu'on est toujours sur le terrain. Hein. Okay. Jour après jour, on va rencontrer les gens. En fait, du porte-à-porte, on rencontre les gens. Et ce qu'on a retenu, en fait, et on l'a mis dans le programme, un élément bien important, c'est la qualité de vie. Okay. Les gens, ils veulent qu'on a une belle qualité de vie à Lanauret, alors ils veulent qu'on la préserve et qu'on l'améliore, cette qualité de vie. Je dirais que c'est pas mal la pierre angulaire. Évidemment, il y a d'autres choses qu'on veut faire. On a un projet assez extraordinaire au niveau des loisirs. C'est un projet qui ne peut pas se réaliser en claquant des doigts, c'est le cas de le dire. C'est un projet qui va demander encore de la réflexion, puis évidemment, il va demander aussi la participation des gouvernements supérieurs. Okay. C'est vraiment un gros projet qu'on veut faire. Là. Donc, c'est tous les plateaux sportifs au niveau du centre loisirs. C'est de refaire les plateaux sportifs et de se doter d'équipements comme une patinoire avec un toit. C'est des gros projets, ça? Oui, c'est des gros projets. Parce que là, vous avez rénové. Dans le fond, l'école, en rénovant l'école, il y a eu la rénovation des plateaux intérieurs, on pourrait dire, des gymnases. L'école, c'est fantastique ce qu'ils ont fait. Là-dessus, l'école, c'est vraiment... Je ne sais pas si... tout le monde a pu la voir, aller à l'intérieur, visiter ça. Là. Moi, je suis allé à deux reprises au moins, visiter avec visite guidée, comme on dit. Et c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et en passant, pour les gens qui nous écoutent, on a signé une entente avec l'école et on a un local attenant au gymnase sur 25 ans. Puis ça a coûté des sous, là. Il a fallu quand même payer un montant pour avoir ce local-là qui est dédié à la municipalité. Ça permet aux gens qui utilisent le gymnase, quand on l'utilise, de pouvoir laisser le tapis, les accessoires qui ont besoin pour pratiquer leur sport dans le gymnase, de pouvoir le laisser là tout le temps. Alors ça, c'est une... Mais l'école, effectivement, c'est un beau... Ils ont fait vraiment un travail extraordinaire au niveau de la rénovation et de l'agrandissement de l'école. Vous avez le soccer, le terrain de soccer qui est tout neuf, là, qui est tout... Exact, qui est homologué en passant. Souvent, les gens nous disent « Pourquoi vous n'avez pas fait un terrain à 11 versus un terrain à 9? » On a fait un terrain à 9 parce que les experts nous ont dit que la population qu'on avait, 5000, pour un terrain à 11, on ne pourrait pas l'utiliser de façon optimale. Donc, ils nous ont dit « Allez-y avec un terrain à 9. » De toute façon, on n'avait pas de terrain suffisamment grand pour faire un terrain à 11, mais c'est un terrain à 9. Il est homologué et il a été très utilisé cet été. Puis on en est très fiers justement parce qu'au moins les gens l'utilisent. On a plus de 100 jeunes qui ont pratiqué dessus durant la saison, donc 100 jeunes, des petits jeunes, des tout petits et tout. Absolument, parce que puis ce qu'il faut savoir, c'est que les terrains de soccer à l'époque, les urbanistes des années 70-80, ils ne voyaient pas ça. Là. Non, en Europe, oui, mais ici, non. Et là, tout à coup, on se retrouve avec un sport qui est extraordinaire, qui nécessite pas beaucoup d'investissement, si je compare à d'autres sports, pour les parents, je veux dire, en termes de coûts. Et puis, c'est quelque chose qui est très la balle est redevenue populaire. D'ailleurs, on investit sur le terrain de balle. Là. Oui, hein, on aussi. investit
dernièrement, on a investi à la dernière réunion du Conseil au mois de septembre, on a investi pour des filets pour sécuriser les lieux et c'est devenu très populaire, puis on est très contents. Alors, et donc, on a un projet là, majeur. De qualité de vie. Jeux d'eau qui ont été mis en place, sont en construction. Et puis, donc, c'est un projet quand même assez dispendieux. Mais c'est ça, le jeu d'eau, c'est une pièce du puzzle. Parce que tout le réaménagement des plateaux sportifs, c'est un grand puzzle. Alors, les jeux d'eau, c'est un élément du puzzle. Et là, c'est en marche présentement. Donc, tout ça dans le but de donner une meilleure qualité de vie au noyau villageois. Là. C'est vraiment créer un cœur de Lanoraie que les gens se retrouvent. Si on veut garder une cohésion sociale, il faut qu'on s'assure que nos gens consomment le maximum de produits et services à Lanoraie, notamment les services. Parce que sinon, si les gens ne font que venir dormir à Lanoraie puis consomment à l'extérieur le service, puis ça m'amène justement au projet qu'on a de soutenir la coopérative santé dans sa volonté de créer un écosystème de professionnels de la santé à Lanoraie. Bien, ça aussi, on est évidemment, ce que nous, Équipe Villeneuve, on les soutient vraiment beaucoup, beaucoup par rapport à ça, parce qu'on veut s'assurer justement d'avoir des services de professionnels de la santé. Et ça, c'est demandé par la population depuis 15 ans. Des siècles. Depuis 15 ans. Alors, il faut absolument là, répondre à ça, puis on travaille beaucoup avec la coopérative santé pour y arriver. Tu sais, vous me parlez tantôt d'offrir des choses de service. Donc, si on parle de la rue Notre-Dame, la fameuse 138, est-ce que ça serait dans vos plans ou dans vos choses de... Tu sais, bon, oui, il y a l'épicerie, là, M. Laurando, qui est dans le fond chemin Joliette, mais tu sais, d'autres genres de commerces de proximité qui soient où vous voyez où la municipalité, où vous, votre équipe voit vraiment les développements sur le chemin Joliette. Ce qu'on propose, puis c'est déjà, c'est ni plus ni moins un plan d'action pour mettre en place une politique d'achat local. Bon, on a déjà une épreuve de fait. Les gens qui veulent l'avoir, on va le montrer sans problème. C'est un truc qu'on a concocté nous-mêmes. On s'est basé sur ce qui se fait à Montréal, Joliette, Terrebonne, la Valtrie. Puis on a écrit vraiment, je pense, quelque chose de bien en termes d'achat local. Et dans ce plan-là, il est indiqué qu'on va devoir, à un moment donné, comment dirais-je, identifier les commerces de proximité que les gens aimeraient avoir. On va identifier ces commerces de proximité-là. Peut-être qu'on va arriver à 30 commerces de proximité, puis peut-être qu'en analysant en profondeur, on va dire, bon, bien, on en retient 10 qui sont très probables, que les gens aimeraient les avoir. Puis, à partir de cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inclure ça dans notre politique d'achat local pour s'assurer qu'on va soutenir les entrepreneurs qui voudraient bien aller de l'avant avec ce genre de commerce. C'est ça aussi une politique d'achat local, c'est s'assurer qu'on a des commerces de proximité qui répondent aux besoins de la population, puis qui sont viables aussi, puis qui peuvent être pérennes dans le temps. Donc ça, c'est drôlement important. Ça, en fait, j'ai pris cette idée-là. Rappelez-vous quand ils ont racheté les permis de tabac à l'époque? Oui. Les agriculteurs, ce qu'ils ont fait, ils ont fait faire une étude de l'ensemble des cultures qu'ils pourraient faire ici, à Lanoraie, puis dans la Naudière. Il était sablonneuse, on s'entend. Ben, c'est ça. Ils ont fait faire une étude, puis là, il est sorti, je me rappelle à l'époque, il est sorti 60 sortes de cultures différentes. Et là, ils ont regardé celles qui pouvaient vraiment être implantées, puis à la fin, il en restait peut-être une quinzaine. Puis nos agriculteurs, finalement, ont utilisé cette étude-là pour se lancer dans soit les oignons, soit les patates, les citrouilles, les concombres, les pommes de terre étaient déjà là, mais là, ils ont été davantage vers ça. Fait que c'est un peu ça, un plan d'achat local, c'est quelque chose qui va permettre justement de soutenir les entrepreneurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Lanoraie, on est 5400 à peu près, là. Et donc, on a une masse critique intéressante pour les entrepreneurs. Alors, ça, c'est un autre point très fort sur lequel on veut travailler pour nos gens. Je vais vous relancer sur votre fameux 5400. Oui. Avez-vous un chiffre, on pourrait dire, de population visée, dans le sens qu'il y a une partie des terrains qui est agricole, on ne peut pas toucher, c'est le PTAQ, puis tout ça. On ne touchera pas non plus. On ne touchera pas, bon, c'est ça. Mais il ne reste plus grand terrain, il ne reste plus grande disponibilité pour agrandir, accueillir. Parce que oui, il faut se l'avouer, population égale taxe de plus, égale revenus supplémentaires pour la municipalité, donc plus de services. Mettons que je fais une adéquation, là, peut-être malheureuse ou heureuse. Hein? Vous m'avez dit, avez-vous un chiffre? Moi, je n'ai pas de chiffre. Mais la population a déjà soumis un chiffre. Vous savez, quand on s'est regroupé, j'étais maire à l'époque, on a regroupé les deux municipalités, donc le village et la campagne, on a regroupé dans le Grand Lanoraie qu'on connaît aujourd'hui.
Ça, c'est le 6 décembre 2000. Suite au regroupement, on a fait ce qu'on appelle un exercice de démocratie participative où la population a vraiment embarqué. Et on a fait des consultations à l'époque. Puis en 2003, la population a vraiment statué. On a déposé le premier plan stratégique de la municipalité, un plan directeur. Et dans ce plan directeur-là, il y a un chiffre déjà qui circulait à l'époque. On visait 6 000 personnes à Lanoraie. Et on a refait l'exercice en 2009. Oui. La population a refait l'exercice en 2009. Ce chiffre-là est revenu. L'exercice a été refait en 2016 et à nouveau, le chiffre de 6 000 est revenu. Et là, on vient de publier en septembre, en août, en fait, fin août, on a dévoilé la planification stratégique 2025-2030. Alors ça, cette planification stratégique-là, encore là, ce chiffre-là, il est revenu de dire 6 000. Alors, si on regarde présentement l'ensemble des développements qui ont cours actuellement à Lanoraie, on devrait atteindre 6 500. Donc, et le vœu de la population, c'est de dire on veut rester une communauté, comment dirais-je? C'est serré. Bien, c'est serré, puis en même temps, quelque chose où on peut toujours, je ne dis pas que quand ils sont 10 000, ils ne se valent plus, là, mais quelque chose où c'est convivial, où les gens peuvent... bon. Donc, cette planification stratégique-là nous amène, avec les développements qui ont cours présentement, à respecter, je pense bien, le maximum de 6 500 ou 6 000 ou 6 500 personnes, comme les gens veulent. Donc oui, il y a un chiffre qui a été identifié, puis c'est la population qui l'a identifié, puis je pense qu'on doit, respecter cela. Exact, tout à fait. Tantôt, on parlait d'agriculteurs. En agriculture, oui, on pourrait dire le cœur du village est quand même encerclé de terres agricoles et tout ça. Bon, on vient d'en parler que possiblement vous voulez conserver cet aspect de l'économie de Lanoraie. C'est important. Lanoraie on est résolument agricole à Lanoraie. Oui, il y a le secteur village, puis Grande-Côte-Est, Grande-Côte-Ouest, Chemin-Joliette, mais pour le reste, c'est des terres agricoles, puis on a de belles terres agricoles, puis on a des agriculteurs qui sont fiers. Alors, dans notre programme, justement, on met l'accent aussi là-dessus. On se dit comment on peut être davantage auprès de nos agriculteurs. Vous savez, il y a un programme qui m'avait été... c'est la relève agricole. Un jeune de la relève agricole m'avait approché il y a à peu près 2 ans pour qu'on participe, la municipalité, à un programme qui s'appelle ALU. C'est pour revaloriser certaines terres agricoles, donc les mettre en valeur davantage. Et moi, j'avais répondu spontanément oui, on va être là. Et on a embarqué dans le programme avec eux. C'est un montant de 1 000 $ par année pendant 5 ans. Donc, on a embarqué dans ce programme-là. Mais moi, je pense qu'on peut faire plus pour le monde agricole, puis on doit faire plus. Parce que dans le fond, là, j'ai sorti les chiffres, là, et je regardais ça. Le monde agricole amène dans les coffres de la municipalité environ 250 000 $ par année, ou à peu près. Là. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on leur redonne en retour? Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Pas beaucoup. Alors, il y a moyen de s'assurer, en tout cas, d'améliorer les choses pour pouvoir les soutenir dans leur développement. Puis on en a besoin. Tu sais, des fois, à un moment donné, les gens, il faut comprendre, on a besoin d'agriculture, on a besoin de nos agriculteurs. Nourris. On a besoin d'être nourris. Ils connaissent ça, ils font un sacré bon boulot. Et puis, ils ont une expertise, puis c'est des gens qui sont fiers. Allez vous promener, là, à Lanoraie, ces terres agricoles, là, vous allez voir, c'est toujours bien... Nickel, comme on dit. Absolument, absolument. Alors ça, et donc, ça fait partie aussi de notre programme de s'assurer qu'on va être davantage présent et les soutenir davantage. Parlant de soutenir, les organismes communautaires, moi, j'ai une philosophie là, qui est de dire on ne laissera personne derrière. Vous savez, le 9 août, quand il y a on était là, on était présents, on a aidé les gens à débarrasser des débris de l'inondation qu'il y avait eu le 9 août 2024. On ne laissera personne derrière. Parce que je dirais le nouveau regard, ou moi je vais dire le terme, la pauvreté est plus ce qu'elle était avant. Exact. Il y a de la pauvreté, il y a des besoins alimentaires, des besoins de chaud, et c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu vois, c'est pas le front, c'est en arrière. Tu t'en rends pas compte. Personne n'est à l'abri de ça. C'est ça. Personne n'est à l'abri de ça, de se retrouver dans une situation précaire à un moment donné. Puis savoir que la communauté est prête à soutenir son monde, là, moi c'est vraiment ce qui m'anime. S'assurer qu'on soutient notre monde. On a à Lanoraie des gens avec le cœur gros de même. C'est incroyable. Je lâche 3-4 coups de téléphone, puis les gens ils disent « OK, il y a un besoin particulier, il y a une famille qui a un problème financier. M. Villeneuve, on est prêt à aider. » Alors, les gens, c'est incroyable. Et on a des organismes aussi à Lanoraie qui font un travail extraordinaire. Et ça, nous, c'est de continuer à les soutenir et même à faire davantage de partenariats avec eux.
L'appareil municipal, là, moi, je le vois comme ça, là. Peut-être que les gens ne seront pas tous d'accord avec moi, là. Mais l'appareil municipal, moi, je le vois comme étant au service des citoyens. Oui. Cet appareil municipal-là, les employés qui y œuvrent, qui y travaillent, dans tous les départements, ils sont là pour être au service des citoyens. C'est l'outil par excellence pour soutenir la communauté dans son développement, puis dans des moments difficiles aussi. Rappelez-vous, je reviens sur le 9 août. Là. Ouais. Le 9 août dernier, là, les villes, ils se faisaient poser la question par les journalistes, puis là, non, nous, c'est aux gens à ramasser. Nous, on n'a fait ni un ni deux, on a dit, nous, on ramasse. Et quand on a pris cette décision-là, on avait même des craintes par rapport aux assurances. J'ai dit non, on ramasse. On a ramassé. Et là, ça a eu un effet domino. Oui. Les autres municipalités se sont dit, ben là, il faut ramasser, ça n'avait pas de sens. Si on n'est pas là pour soutenir nos gens dans des moments difficiles, on est là pourquoi? C'est ça. Ben voilà, c'est un peu ma philosophie. Je vais vous ramener sur 2 points. On en a parlé durant la dernière année, mais de 2 ans et tout, là, avec certaines entrevues qu'on a faites. Protection des berges, eau, parce que là, on voit présentement l'eau. Tu sais, il disait que le niveau du fleuve est bas, mais je pense qu'il est très, très bas. Oui, je vous dirais, absolument. je regardais, puis c'est encore pire que ce qu'on avait vu il y a 10 ans, il y a 12 ans. Donc, c'est une des préoccupations, parce que du Lanoret, il y a quand même une très grande longueur de berge, qu'il y a des citoyens qui sont sur ça. Et c'est pas mieux, là, pas d'eau dans le fleuve, parce que ça l'assèche les berges, et éventuellement, ça va faire ça. Et on a toujours eu la discussion, puis peut-être la discussion va revenir encore, justement, sur la quantité d'eau que les nappes phréatiques vous apportent. Bon. On a fait des reportages en disant que vous étiez correct, mais la situation peut avoir changé. Il y a 2 éléments dans votre intervention. C'est l'érosion des berges, qui peut se faire par la pluie et le ruissellement, mais qui se fait aussi beaucoup par le bâtillage des bateaux. Ouais. OK, là, le fleuve est bas, l'érosion des berges est beaucoup moins... Il y a moins d'impact sur l'érosion des berges parce que le fleuve est bas. Et ce qui fait l'érosion des berges beaucoup par le bâtillage des bateaux, c'est lorsque le fleuve est très haut. Bon, ça, c'est mais vous êtes impliqué quand même oui, dans ça. Absolument. On a démarré le comité à Lanoret. On a démarré le comité d'érosion des berges à Lanoret, puis aujourd'hui, ce comité-là, il roule bien. De mémoire, il y a 5 municipalités, dont Lanoret, qui en font partie, et on les soutient financièrement pour aller chercher de l'expertise. Parce que cette bataille-là, il faut l'amener, c'est une bataille de longue haleine. Ça ne se réglera pas en 6 mois, là. C'est quelque chose qui est... Et là, on est en train... on va avoir un guide sous peu qui va être publié, là, un guide qui a été commandé justement par le comité sur l'érosion des berges. Et donc, de ce côté-là, ça avance, le travail se fait, ça avance bien. Et bon, ça va. L'autre partie de votre question, c'est, nous, on a des puits, on ne prend pas l'eau dans le fleuve. Ouais. Nous, on prend l'eau potable, on la prend dans le boisé, donc à l'est de la municipalité, à 1,5 km du fleuve environ. C'est des séries de pointes. On appelle ça des puits, mais chaque puits est une série de pointes qui peuvent atteindre 4 à 6 pouces de diamètre. Ils sont en parallèle avec le fleuve. Et donc, on est... c'est sous couvert forestier. Ouais. OK? Présentement, moi, j'ai fait sortir les chiffres. Présentement, là, normalement, la moyenne de 2023-2024, parce qu'on a tous les chiffres depuis les 15 dernières années. Okay. En fait, depuis 2003-2002, on a les chiffres. Et présentement, la nappe répond bien. Okay. Il n'y a pas d'urgence, mais on dit aux gens, consommer l'eau pareil, de façon responsable. Il ne faut pas la gaspiller. C'est une ressource qui est rare. On le voit, il y a plein de municipalités qui ont des difficultés. Oui, mais c'est pas ça, oui. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, en 2001, moi, j'étais allé plaider devant la Commission de la protection du territoire agricole à Longueuil pour qu'ils nous autorisent à mettre des puits en zone agricole, donc sous couvert forestier. Et à l'époque, on a réussi à gagner ce point-là. Ils ont accepté et on les a mis en place. Et donc, il y a une surveillance étroite en termes de contamination par des bactéries ou en termes de contamination par des virus. Donc, il y a des zones de protection rapprochées et éloignées. Ça, c'est clairement défini. C'est une zone protégée. Et présentement, comme je viens de le dire, la nappe phréatique correspond aux années 23-24, pas mal dans les mêmes eaux. Pas mal la même chose, c'est-à-dire qu'on a environ de 4 à 5 mètres à partir du fond qui est glaiseux. On est correct. A 4 à 5 mètres saturés d'eau sur environ 10 mètres au total de sable. Là. Les 4 à 5 mètres du fond, là, ils sont saturés d'eau. Donc ça va bien, mais on dit aux gens, consommez-la. Attention. Quand vous avez pris
possession de la mairie, on pourrait le dire comme ça, possession... Ça ne m'appartient pas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand j'étais élu, oui. Quand j'avais été élu Oui. et tout, bon, les finances de la municipalité étaient très en ordre. C'était très bonnes. Et je pense qu'on peut répondre sont encore très bonnes. Très bonnes. Est-ce que vous attribuez ça, oui, à votre administration, mais à votre conscience, justement, de conserver cette situation financière-là, parce que ce serait facile, je ne veux pas dire de dilapider, mais ça serait facile de dire, on baisse les taxes, on fait plein de choses, mais au bout de la ligne, le prix à payer, c'est qu'à un moment donné, la réserve est moins bonne, la réserve est moins intéressante, les emprunts. Tu sais, c'est toujours facile d'emprunter. Je pense que vous avez décidé de faire quand même une gestion très serrée des finances depuis 4 ans. Bien, ça avait été fait à l'avant, mais ça continue, là. Bien, il faut. Vous savez, on dit souvent qu'il faut agir en bon père de famille. Alors, il faut s'assurer, effectivement, que les finances de la municipalité sont correctes, sont en ordre. Et donc, l'idée, c'est que quand on fait des projets, qu'on fait beaucoup de projets, comme on a fait dans les 4 dernières années, parce qu'on en a fait plusieurs. Beaucoup, oui. Et on aura peut-être l'occasion de les voir apparaître à l'écran, là. Oui. Mais tous ces projets-là qui ont été faits, bien, il y a un chiffre, où on tire la ligne en bas, ça a coûté X. Mais il faut s'assurer d'aller chercher des subventions du gouvernement, le maximum de subventions. Et ça, on y travaille toujours très fort pour s'assurer d'être soutenu au maximum avant d'investir des sommes. Ça, c'est pour les projets passés, mais c'est pareil pour les projets futurs. Maintenant, ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est qu'on a, puis je le dis, puis je ne le dis pas par flagornerie, là, mais on a une équipe municipale solide. Okay. Tu sais, depuis les 4 dernières années, là, ce qu'on a fait, on est venu consolider l'équipe municipale. Vous savez, à un moment donné, on engage quelqu'un, les gens peuvent dire c'est une dépense ou, attention, ça peut aussi être un revenu d'engager quelqu'un, parce que cette personne-là va permettre d'être plus efficace, va permettre d'aller chercher justement des subventions. Puis c'est un peu ce qu'on a fait. Là. On a consolidé l'appareil municipal et ça amène de l'efficacité, ça amène des économies, etc. Donc oui, il faut s'assurer que les finances de la municipalité sont bonnes. On a un des taux de taxes les plus bas dans toute la région. On est les moins endettés dans toute la région. Pour vrai, on est les moins endettés dans toute la région. Et on va s'assurer que ça va continuer comme ça, mais en même temps, on va continuer à se développer de façon correcte, s'assurer que nos infrastructures... On a remis, depuis 4 ans, là, on a refait les parcs en partie, on n'a pas terminé, mais les parcs, ils avaient besoin de beaucoup d'amour. Alors, le parc Jean-Bourdon, justement, en face de l'église, on l'a refait de bout en bout, parce qu'il était désuet, il a fallu le refaire au complet. Il y a d'autres parcs qui sont à refaire, on y travaille présentement. Et il y a des nouveaux parcs qui vont voir le jour bientôt, en 2026. Je pense à la rue des Étangs, je pense au bout de José et William, je pense aussi à côté du terrain de soccer. Donc, ces parcs-là vont prendre forme à partir de 2026. Déplacement actif. On veut que nos jeunes marchent, se déplacent davantage. Donc, on a un plan présentement de déplacement actif pour créer des corridors entre les différents secteurs de la municipalité, chose qui n'a pas été planifiée à l'époque. Puis c'était parce que c'était peut-être pas dans la mode à ce moment-là. C'était peut-être pas dans l'air du temps, là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les déplacements actifs, c'est important. On veut que nos gens soient en forme. On veut que nos jeunes lâchent les tablettes, les cellulaires. Bien, il faut lui permettre d'avoir des infrastructures sportives adéquates. Il faut lui permettre aussi d'avoir des corridors pour pouvoir circuler de façon sécuritaire. Parce que là, on a des secteurs qui ne sont pas connectés avec le noyau villageois. Ça, il faut régler ça. Et c'est là-dessus, on a un plan. Puis les gens, quand ils vont prendre connaissance de notre programme, vont trouver comment on veut s'y prendre pour régler ça. Okay. Je dirais en terminant la question qui tue, qu'est-ce qui me motiverait à voter pour Équipe Villeneuve, à voter pour André Villeneuve? Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'important? N'oubliez pas, ou qu'est-ce que vous avez à présenter? Moi, je vous dirais, regardez ce qu'on a fait en 4 ans. C'est court, 4 ans. Ça peut être bien long, 4 ans, mais c'est court, 4 ans aussi. Regardez ce qu'on a fait les 4 dernières années, mais les gens, ils ne veulent pas savoir ce qu'on a fait. Souvent, c'est ça. Ouais. Ils ne veulent pas savoir ce qu'on a fait. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous... Bien, on va faire ce que les gens nous demandent de faire. On a un programme. Les gens vont avoir la chance ils ont eu la chance de l'avoir. Ils vont le regarder. S'ils ont des questions, ils nous interrogent. Qu'est-ce que vous en dites? Avez-vous d'autres idées à nous proposer? Nous, on est prêts à aller de l'avant. Mais je vous dirais, moi, je pense... j'ai beaucoup de défauts, là, mais il y en a un que je pense que je n'ai pas, là. J'essaie d'être le plus transparent, total. Ouais. Moi, je dis souvent, ça vous appartient à vous, les gens. La municipalité, c'est à vous autres. Vous avez des questions, vous y participez d'ailleurs très bien. On a des séances du conseil en direct sur Facebook. Alors, que vous soyez à Lanoret, puis il y a une séance du conseil, puis que vous soyez en Australie, c'est la même chose. Vous allez sur Facebook, vous pouvez poser des questions.
directement en Facebook sur les séances du Conseil. Les gens peuvent intervenir avant chaque vote de chaque point à l'ordre du jour. La période des questions, dans le fond, elle est en continu durant toute la séance du Conseil. Et ça, pour moi, là, honnêtement, là, si on veut garder notre démocratie bien vivante, là, puis on veut s'assurer que les gens s'impliquent. Regardez, un autre truc, on a créé des groupes de travail, politique culturelle, politique de l'arbre, sécurité routière. Les gens qui siègent sur ces groupes de travail-là sont nommés par le conseil municipal. Donc, notre slogan en 2021, là, c'était le citoyen au cœur de l'action. Je pense qu'on a livré ça, puis on veut continuer dans cette direction-là. On veut garder le citoyen au cœur de l'action. On veut qu'il soit partie prenante des décisions que le conseil prend. Et je pense que le fait d'être transparent, comme on l'est, moi, je pense que c'est un bon point. C'est un gage pour l'avenir. Mais pour le reste, on va laisser les gens juger de ce qu'on a fait, de notre programme qu'ils ont entre leurs mains pendant qu'ils nous écoutent. Ils voient notre programme, là, et on va les laisser juger. Mais je peux vous dire une chose, je garde toujours cette philosophie-là. On est là pour eux, on est là pour vous. On est là pour s'assurer que la belle qualité de vie qu'on a reste et même s'améliore. Et puis, on ne laissera jamais personne derrière. On est là pour soutenir nos gens. Parfait. Un autre point qui est important, je pense, pour la municipalité de Lanoret, ça fait partie justement, je pense, des demandes des citoyens, puis en plus, bien, vous parliez de qualité de vie. On parle d'environnement, de patrimoine bâti. Il y a eu beaucoup de discussions au cours des 4 dernières années. C'est quoi la vision d'André Villeneuve et son équipe dans tout ça? Bien, la vision d'André Villeneuve et son équipe, c'est de respecter la vision de vous, les citoyens, qui en avez décidé comme cela, c'est-à-dire dans la planification stratégique 2025-2030. Ouais. Donc, les gens ont, pendant un peu plus d'un an, les gens ont été consultés, ils ont travaillé. Et l'axe numéro 1, bien, c'est l'environnement. Okay. L'axe numéro 1, c'est l'environnement. Et le slogan, dans le fond, c'est Lanoret unique de nature. On a un bijou incroyable à Lanoret, ce sont les tourbières de Lanoret. Oui. C'est un bijou incroyable. Il faut le préserver, il faut s'assurer de son intégrité. Il faut vraiment s'assurer de son intégrité. Mais qui dit environnement dit plus large que ça. Dans notre programme, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va mettre en place de certaines obligations municipales. Tu sais, on donne l'exemple. Il faut que l'appareil municipal donne l'exemple. Il faut que les élus donnent l'exemple. Alors, il y a des façons de faire, des gestes qu'on peut poser au quotidien pour améliorer notre environnement. Donc, ça, c'est vraiment un point majeur qui a été retenu par les citoyens, puis on y tient beaucoup, nous aussi. Donc, les milieux humides, les tourbières, les parcs, espaces verts, tout ça, il faut travailler ça. Et présentement, je sais qu'en 2021, les gens s'en rappellent, on avait dit on va essayer de faire l'acquisition d'un boisé. On est présentement en discussion très sérieuse pour l'acquisition d'un boisé en périphérie du village. Je ne peux pas nommer l'endroit, je ne peux pas le dire, mais on est en discussion très, très sérieuse pour l'acquisition d'un boisé. Et ce faisant, ça nous permettrait justement, parce que l'idée d'acquérir un boisé, c'est pas de le développer avec des maisons, non. C'est de le préserver pour toujours. Pour les générations futures. Alors, il y a ça. Puis, évidemment, quand on parle d'environnement, on parle aussi du patrimoine bâti. Oui. On a un patrimoine bâti magnifique à Lanoret. Alors, on s'en vient aussi avec une politique de soutien pour les gens qui voudraient rénover leur maison. Il y a déjà un programme du gouvernement du Québec auquel on a adhéré qui permet de soutenir les gens qui vont rénover leur maison. Maintenir aussi la maison. Ben oui, c'est surtout la maintenir, oui, parce que, vous savez, il y a plein de contraintes. Il y a des contraintes, mais à un moment donné, il faut aussi, c'est la carotte et le bâton. Là. Ouais. Le bâton, c'est bien beau, mais ça prend la carotte aussi à un moment donné pour venir en aide à ces gens-là. Alors, on a une politique, donc, de soutien à la rénovation des maisons dans les PIA, qu'on appelle. Donc, il y a le patrimoine bâti, là, Alors, ça, ici, ça fait partie. Vous savez, on dit... il faut absolument préserver notre patrimoine bâti. Ça, on dit ça collectivement. Mais si on dit ça collectivement, qu'il faut le préserver, bien, il faut que ça, là, collectivement, on vienne soutenir nos gens qui possèdent ces demeures-là, ces maisons-là. Si collectivement, on veut le garder, bien, il faut que collectivement, on puisse soutenir ces gens-là. Alors, ça, c'est une politique, on s'en vient avec ça. Puis on va l'arrimer avec d'autres programmes du gouvernement du Québec pour permettre à nos gens d'avoir les sommes nécessaires pour préserver leur belle maison ancestrale. Je vais vous revenir sur les tourbières et tout. Bon, oui, c'est une écologie particulière, est importante, mais est-ce que développer au niveau touristique aussi? Parce que s'il y a trop de touristes, ça risque de détruire. Il faut faire attention un petit peu de cet environnement-là particulier. Là. Bon, les tourbières, d'abord, pour les gens qui nous écoutent, là, la municipalité, là, le territoire de Lanoret, c'est
103 km² ou à peu près. Les tourbières, c'est 35 km². Ça veut dire qu'on a le tiers du territoire à Lanoret qui sont tourbières. C'est énorme. C'est vraiment notre carte de visite. Maintenant, il y a la réserve écologique qui, elle, les gens, s'ils vont sur le site de la municipalité ou s'ils vont sur le site de l'agence forestière ici, là, à Berthier, l'association forestière de Berthier, ils vont voir que il y a des moments dans l'année où ils peuvent réserver et aller visiter la réserve écologique. Il y a un sentier sur lequel on peut marcher. D'ailleurs, dans la vidéo... quand on a annoncé la planification stratégique, il y a une vidéo où on voit justement les gens qui visitent la tourbière. Donc, il faut se limiter à ça d'une certaine façon. Parce que, effectivement, si les gens allaient dans la tourbière directement, à ce moment-là, ils menaceraient son intégrité, puis on ne veut pas ça. Mais est-ce qu'on peut faire un circuit touristique? La réponse est oui. Les promenades à Lanoret, là, les promenades qu'à l'époque, comme maire, on avait mis en place en 2003, là, les promenades, c'est devenu une carte postale. Oui. C'est devenu une carte postale. Quand même, on doit s'en vanter, là. On doit être un peu chauvin chez nous. Et on est très heureux de ça. Alors, il y a les promenades, les gens peuvent pique-niquer. On a la visite du sentier qui peut se faire pour les tourbières. On a des vignobles à Lanoret. Donc, il y a moyen. On a le café des Cageux. Les maisons des Cageux, Le musée de la Maison des Cageux. Alors, on a des éléments touristiques intéressants. Il faudrait juste attacher les fils ensemble, créer un petit attrait touristique qui permettrait à nos vignobles, à tout le monde, de tirer un peu leur épingle du jeu pour pouvoir, évidemment, si on veut qu'ils restent en affaires, à un moment donné, il faut aussi... Tout ça fait partie de l'achat local puis du plan d'action qu'on a concocté. Mais maintenant, il faut le faire aussi de façon correcte. On ne veut pas non plus se retrouver avec... trop intense, on va dire comme ça. Là. Il faut le faire de... Qu'est-ce qu'ils appellent aujourd'hui du tourisme lent, du tourisme... Du tourisme écologique, toujours associer l'écologie, associer l'environnement avec les actions qu'on pose. Est-ce que toujours se poser la question de développer le mécanisme? Aujourd'hui, on a développé le mécanisme. Si on fait un parc, il faut que ce soit sécuritaire pour les enfants, pour les adultes. Et là, quand on fait la conception, on a toujours cet aspect-là en tête. Et la même chose, si on veut développer un circuit touristique, pour attirer les gens pour venir nous visiter, bien, il faut le faire toujours dans l'esprit aussi de l'environnement. Parfait. Comment on y arrive à recevoir des gens chez nous en respect de l'environnement pour que l'impact soit le moindre possible sur l'environnement. Bon, mais c'est beau. Bon, mais je vous remercie. Bien, merci à vous.